Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler cyberharcèlement avec Sonia Cissé, associée chez Linkletters. On parlera ensuite société holding, comment les créer, quels avantages en tirer avec Elena Pintea-Pouchkine, consul chez Racine. Et enfin, on parlera fraude sociale, quels moyens d'action pour l'employeur avec Julien Onis, of Counsel chez Capstan Avocat. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. On débute tout de suite ce Lex Inside, on va parler cyberharcèlement avec mon invité Sonia Cissé, associée chez Linkletters. Sonia, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot pour définir ce qu'est aujourd'hui le cyberharcèlement. Alors le cyberharcèlement, comme son nom l'indique, c'est tout d'abord du harcèlement qui peut prendre la forme de harcèlement sexuel, harcèlement moral, harcèlement scolaire ou même harcèlement conjugal aujourd'hui. Et donc c'est une forme de harcèlement qui est perpétrée sur Internet, que ce soit sur une plateforme privée, telle messagerie privée, ou bien publique, du type forum, réseau social ou blog. Le cyberharcèlement, il a aussi pour caractéristique d'être répété, il lui faut ce caractère de répétition et il peut bien entendu être exercé de manière, par exemple, via une menace, des insultes, des messages haineux ou encore la diffusion de contenu intime. Et peut-être pour finir, bien entendu, gardez en tête que le cyberharcèlement, c'est un agissement qui peut être perpétré par une ou plusieurs personnes. Donc, on a vu, ça prend différentes formes. Ce qui est important, c'est la répétition. Et une fois qu'on a qualifié ces infractions, quelles sont les sanctions prévues pour les auteurs de cyberharcèlement? Alors, les sanctions, elles nous viennent du code pénal. Le cyberharcèlement est sanctionné d'1 an de prison ou 15 000 € d'amende. En cas de circonstances aggravantes, on peut aller jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende, sachant que les circonstances aggravantes, c'est celle du cyberharcèlement qui est perpétré à l'encontre d'un mineur ou d'une personne dite vulnérable, du type femme enceinte, personne en situation de handicap ou personne atteinte d'une maladie, tout simplement. Alors, vous avez parlé de personnes vulnérables. Est-ce qu'il existe aussi des mesures spécifiques pour protéger des mineurs victimes de cyberharcèlement? Oui, bien sûr. Donc déjà, comme je viens de le dire, les mineurs sont protégés notamment au titre des sanctions, puisqu'on a des sanctions qui sont aggravées lorsque le cyberharcèlement s'exerce à l'encontre d'un mineur. Mais il y a également, grâce à la loi sur la majorité numérique et sur la lutte contre la haine en ligne, des dispositions qui ont été mises en place spécifiquement pour les réseaux sociaux, de manière à protéger les mineurs. Donc typiquement, on va avoir l'obligation pour un réseau social de refuser l'inscription d'un mineur de moins de 15 ans sans autorisation parentale. L'obligation également pour un réseau social de s'assurer que les parents d'un mineur de moins de 15 ans peuvent demander la suspension du compte sur le réseau social. Il y a également l'obligation de mettre en place des mécanismes visant à traquer le temps passé en ligne par un mineur et bien entendu des obligations au regard de la vérification de l'âge en ligne pour s'assurer évidemment du type d'utilisateurs qui viennent sur le réseau social en question. Alors on voit qu'il y a énormément de dispositions dans le corpus, on va dire le cadre juridique qui entoure le cyberharcèlement en droit interne, mais qu'en est-il de l'articulation entre justement ce corpus juridique et le droit de l'Union européenne? Alors justement, cet encadrement est très bien fait, puisqu'on a évidemment au niveau européen des textes qui viennent en réalité s'accorder parfaitement avec le droit français, notamment si je pense au Digital Services Act qui est entré en application donc en 2024 et qui vient parfaitement répondre au cadre juridique français. On a par exemple dans le Digital Services Act, le DSA, on a l'obligation pour les plateformes de mettre en place des mécanismes visant à permettre aux utilisateurs de signaler rapidement des contenus illicites de manière à ce qu'ils soient rapidement retirés. On a exactement le même pendant dans le droit français avec la loi Avia ou la loi sur la majorité en ligne. On a également l'obligation dans le DSA pour les plateformes de faire preuve d'énormément de transparence sur la modération des contenus.
ce qui est également vient faire écho avec certaines dispositions de la loi sur la majorité en ligne. Et on a bien entendu un accent qui est mis sur la protection des mineurs, qui est également le cas tant dans le DSA, comme on vient d'en discuter, dans la loi sur la majorité numérique. Donc il y a une très bonne articulation entre droit interne et droit de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a des améliorations ou des renforcements qui sont envisagés dans le projet de loi pour sécuriser et réguler l'espace numérique appelé SREN pour mieux lutter contre le cyberharcèlement? Oui, alors effectivement, la loi, il est prévu dans la loi SREN, justement, l'obligation pour le gouvernement de soumettre, 1 an après l'entrée en application de la loi, de soumettre au Parlement, justement, un rapport sur l'évolution du cyberharcèlement. Donc, ce rapport est maintenant attendu pour mai 2025, de façon à ce qu'on puisse, prendre la température des évolutions qui ont été amenées par la loi. Il y a également aujourd'hui un certain nombre de mises en place, par exemple, de programmes scolaires visant à sensibiliser les plus jeunes au cyberharcèlement. Et aujourd'hui, un accent est mis également sur les victimes avec des guides, des plateformes d'accompagnement pour les personnes qui sont victimes de cyberharcèlement. En définitive, que pensez-vous de ce dispositif? Est-ce que c'est satisfaisant pour vous? Alors, je pense que seul le temps nous le dira. On a évidemment la loi SREN qui est entrée en application en mai 2024. Je pense qu'on a besoin encore d'attendre un peu pour voir ce que ça donne, puisque aujourd'hui, on a encore énormément, notamment de mineurs, qui se disent victimes de cyberharcèlement. Donc, peut-être que d'ici 1 an ou 2 ans, je pourrais vous faire un bilan complet des évolutions, en fait, en tout cas, du cadre juridique contre le cyberharcèlement en France. Donc, c'est encore un cadre en construction. Et pour terminer, en quelques mots, est-ce que la jurisprudence est venue améliorer certaines choses sur le cyberharcèlement ou définir certaines limites? La jurisprudence joue évidemment un rôle sur le cyberharcèlement, notamment sur ce qui peut être qualifié de cyberharcèlement, mais je pense que les plus grands apports viennent quand même de la réglementation, notamment de la loi sur la majorité numérique, et compte tenu notamment du fait qu'elle a bougé un peu les lignes de ce que constitue le cyberharcèlement, si on pense par exemple au cyberharcèlement conjugal, qui est donc évidemment perpétré encore une fois sur Internet, mais dans le cadre d'une relation maritale. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Avec grand plaisir, merci de m'avoir invité. Qu'est-ce qu'une holding? Quels bénéfices en tirer? On en parle tout de suite avec mon invitée, Elena Pintea-Pushkin, consul chez Racine. Elena, bonjour. Bonjour Arnaud. Qu'est-ce qu'une société holding? Une société holding, c'est une société qui détient des participations dans d'autres sociétés, qu'on appelle les filles ou les sociétés filiales. Ça vient du mot anglais to hold, donc c'est tout simplement de détenir des sociétés. Ce n'est donc pas une structure juridique, c'est juste une activité qui est exercée par une société. Et contrairement à ce qu'on pouvait penser, les sociétés holding ne sont pas destinées au gros patrimoine ou aux grands groupes type LVMH. En réalité, en France, les sociétés holding sont des petites structures ou des structures familiales. Alors maintenant, on sait ce que c'est une holding. Quels sont les différents types d'holding? On distingue principalement 2 types de holding en France. Une holding active, dite animatrice, ou une holding passive. Une holding passive, c'est tout simplement une société qui détient des participations. Donc, elle n'a pas d'autre activité à part de détenir des participations dans des sociétés. Une société holding animatrice, elle anime le groupe. Donc, elle rend les services à ses filiales, les services juridiques, comptables ou de ressources humaines. Bien évidemment, ces services doivent être réels. Alors, on a bien cerné maintenant les contours des sociétés holding. Quels sont les avantages d'une société holding pour un entrepreneur? Il a plusieurs avantages. Tout d'abord, ça permet d'assurer la gestion centralisée du groupe, donc c'est-à-dire d'assurer que les décisions les plus importantes sont prises au niveau de la société holding. Ensuite, ça protège aussi le patrimoine de l'entrepreneur, parce que si on crée plusieurs filiales dans un groupe, ici il y a une filiale qui a des difficultés financières, les autres filiales sont protégées. Ça permet aussi de réduire parfois les impôts, parce que les sociétés holding permettent de bénéficier du régime mère-fille,
donc c'est-à-dire d'exonérer partiellement les dividendes remontés par les filiales. Ça peut aussi être un levier très important, un levier financier pour emprunter ou voilà, avoir une dette externe. Alors, on va s'intéresser à un de ces avantages. Comment une holding permet-elle d'optimiser la structure et la gestion d'un groupe d'entreprises? Elle a plusieurs possibilités. Elle a par exemple la prise des décisions et en fait, les décisions qui sont prises au niveau de la société holding, ensuite, c'est plus facile d'assurer leur implication dans les filiales. Et ça permet également de laisser une certaine liberté aux filiales de gérer le quotidien, mais en revanche, d'avoir la même stratégie au niveau global du groupe. Cela permet également de contribuer aussi par la holding, en fait, de contribuer aux prestations de services rendues aux filiales. Par exemple, s'il y a une filiale qui n'a pas besoin d'un comptable à temps plein, on peut regrouper tous les services au niveau de la société holding et ensuite rendre les services juridiques, comptables, voilà, de ressources humaines aux filiales. Alors, un autre aspect intéressant, c'est au niveau patrimonial. Quels sont les bénéfices patrimoniaux concrets pour un entrepreneur? Alors, les principaux bénéfices que je pouvais citer, c'est tout d'abord la protection du patrimoine de l'entrepreneur. C'est-à-dire, s'il a une filiale qui a des difficultés financières dans un moment venu ou si elle est en faillite, le seul risque pour l'entrepreneur et pour la société holding, parce qu'elle détient des filiales via sa société holding, c'est de supporter le coût des parts sociales ou des actions dans la société défaillante. En revanche, tout le reste du patrimoine du groupe est protégé parce qu'il est complètement étanche. Alors, pouvez-vous nous expliquer les avantages maintenant fiscaux qui peuvent bénéficier les sociétés holding en France? Alors, les avantages fiscaux sont assez importants. Tout d'abord, c'est le régime mère-fille. Donc, la distribution des dividendes par les filiales, la remontée des dividendes vers la société holding sont partiellement exonérés d'impôts et l'exonération est assez importante, ce qui permet à la société holding d'avoir du cash pour l'utiliser pour le développement du groupe. Il y a également l'exonération partielle des plus-values, donc c'est-à-dire si la société mère vend l'une de ses filiales, la plus-value réalisée, donc la différence entre le prix d'acquisition ou de création de la filiale et le prix de cession, est partiellement exonérée d'impôts. Et le troisième avantage fiscal, c'est l'intégration fiscale du groupe. Donc, s'il y a des pertes dans une filiale, ces pertes peuvent être compensées avec les bénéfices, ce qui réduit l'impôt global qui est payé par le groupe. Alors, un autre intérêt, c'est au moment de la transmission, la succession d'une entreprise familiale. Comment une holding peut faciliter cette transmission ou cette succession? Une société holding peut faciliter la succession de plusieurs manières. Donc, principalement, on peut mettre en place les pactes familiaux. Donc, le plus connu, c'est le pacte Dutreil, ce qui permet d'exonérer d'impôts les donations et les successions. On peut également mettre en place le démembrement de propriété. Pour faire plus simple, c'est dans le cadre d'une société holding, les parents peuvent transmettre la nue propriété des titres à leurs enfants et garder en même temps la gestion et les revenus générés par le groupe jusqu'à le moment voilà, où ils décident de passer tout à leurs enfants. En définitive, comment une holding peut-elle servir de levier de développement et de croissance pour une entreprise? Une société holding peut avoir un effet de levier très important pour les sociétés holding parce que pour une société holding, il est plus facile d'emprunter de l'argent, d'avoir une dette externe parce qu'elle peut utiliser tout d'abord les dividendes remontés par les filiales comme garantie pour emprunter et ensuite elle peut utiliser cet argent soit pour une filiale qui est en défaillance, soit pour acheter d'autres filiales et ainsi ouvrir le champ d'application vers d'autres activités, ce qui permet de réduire le risque pour les activités existantes et contribuer au développement du groupe. Alors, si je veux créer une société holding, quelles sont les bonnes questions à se poser? Tout d'abord, pourquoi vous voulez le faire? Il ne faut pas la créer juste pour créer, parce que typiquement, si vous avez juste une filiale, ça ne sert pas à grand-chose de créer une société holding. Et ensuite, il faut bien choisir la structure adaptée. Si vous avez une activité à risque, il faut créer une société qui vous permet de protéger votre patrimoine. Si vous souhaitez créer une société à l'exercice libéral, il y a un type de structure spécifique. Ensuite, il y a tellement d'avantages que je pense que la création de société holding est un très bon choix oui, pour quelqu'un qui veut créer un groupe de sociétés. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud.
fraude sociale, quels moyens d'action pour l'employeur? On en parle tout de suite avec mon invité, Julien Onis, of Counsel chez Capstan Avocat. Julien, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler ensemble fraude sociale et moyens d'action pour l'employeur, mais avant, le gouvernement a présenté un bilan sur la fraude sociale le 20 mars dernier. Quels sont les éléments les plus marquants de ce rapport? Effectivement, en mai 2023, Gabriel Attal, qui était alors ministre des Comptes publics, avait commandé un rapport sur la fraude sociale et la fraude fiscale. Moins d'un an après, le gouvernement a présenté son bilan et les chiffres sont effectivement assez éloquents. Alors, s'agissant de la fraude sociale, on dénombre 450 millions de fraudes à l'assurance maladie, 11 millions de fausses ordonnances et 5 millions de faux arrêts de travail. Donc c'est des chiffres énormes. Le bilan est énorme, malgré tout. Il y a un point qu'il faut quand même préciser si on est honnête, c'est que le président, le directeur de l'assurance maladie a confirmé le 8 septembre dernier que la fraude représentait que 0,1% des arrêts maladie. Donc c'est un épiphénomène qui prend de l'ampleur. Malgré tout, il ne faut pas nier le fait que la souffrance au travail, la maladie existe. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est vraiment la fraude, les cas exceptionnels, mais qui deviennent de plus en plus importants. Et les arrêts maladie existent pour de bon. Il y a des salariés qui sont effectivement victimes. Ça, il n'y a pas de sujet. Alors, comment vous expliquez cette augmentation des arrêts maladie frauduleux ces dernières années? Alors, je pense qu'il y a deux éléments. Je pense que la fraude, c'est un abus de droit. Alors, pour qu'il y ait un abus de droit, il faut qu'il y ait une règle de droit. Une règle de droit, et on a vu des évolutions. Et la règle de droit, lorsqu'elle est nouvelle, on se l'approprie, on tente de la contourner. Et puis, assez vite, certains acteurs peuvent vous aider. Donc, moi, je pense que c'est l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, de nouvelles lois qui ont fait que les salariés ont pu être tentés pour certains, et une petite partie, comme je le disais, de contourner. Qu'est-ce qui a favorisé ce contournement, ces textes? Alors, sur les textes, très clairement, je pense que l'entrée en vigueur du barème Macron a été un moyen, en tout cas, est venu limiter le montant des indemnités, on pourrait y revenir. Et effectivement, les salariés, parfois aidés par leurs très bons conseils, ont pu être tentés de chercher des moyens pour contourner. Je pense que parmi les autres points qui favorisent la fraude, l'intelligence artificielle, le développement de nouvelles technologies, dans un univers qui est non régulé, je pense que, pareil, ça a facilité. Ça a contribué. Et le fait que les moyens de l'assurance maladie, alors bien que le gouvernement, notamment, dans son rapport, mette en évidence le fait de s'améliorer, le fait de mettre en place plus d'agents, je pense que les moyens sont limités, que les fraudeurs le savent, et que ça aide. Ils en profitent, complètement. Alors, vous avez évoqué le barème Macron. Quel lien peut-on établir entre la mise en place du barème Macron en 2017 et la recrudescence de ces arrêts de maladie frauduleux, suspects? Alors le lien que je fais moi en tout cas, c'est qu'en tant que praticien du droit, il y a 7 ans effectivement en arrière, Emmanuel Macron, parmi les mesures phares au début de son premier quinquennat, ça a été d'encadrer les mesures, les indemnités pour les salariés. L'objectif, c'était aussi de rassurer un peu les employeurs sur le risque qui pouvait exister dans l'hypothèse d'une contestation devant le Conseil de prud'homme, parce qu'on souvent ne savait pas où ça pouvait aller. L'encadrement des indemnités, dans le cadre du barème Macron, est limité à certains cas. Dans l'hypothèse où vous invoquez un moyen de nullité de votre licenciement, les indemnités ne sont plus limitées. D'accord? Donc c'est-à-dire que le barème qui a été fixé, c'est pour une cause réelle et sérieuse, un licenciement simple, entre guillemets. A l'inverse, si vous venez chercher un vecteur de nullité, typiquement qui peut être lié à la maladie, alors le barème est déplafonné. D'accord. Voilà, ce qui a pu justifier, dans certaines mesures, le recours à des faux arrêts, ou en tout cas, voilà. De quelle manière on pourrait limiter justement ces effets négatifs du barème Macron? Alors, je pense que la manière la plus... il y en a deux, je dirais que la première, elle appartient au gouvernement, très clairement, et je pense que ce rapport du gouvernement en est la preuve que le gouvernement est conscient qu'il faut agir. Je crois que c'est d'ici 2027, il y a 1500 agents ou 1000 agents supplémentaires qui sont prévus pour la fraude sociale. Alors on verra si le nouveau gouvernement qui prend ses fonctions aujourd'hui poursuivra ce cap, mais à mon avis c'est un cap qui est essentiel. Du côté de l'employeur, je pense que il subit la fraude, et le meilleur c'est la vigilance. Le meilleur moyen c'est la vigilance. Plein d'actions correctives qu'on pourrait évoquer après, mais clairement, le premier pas, c'est la vigilance. Donc, soyez prudents et attentifs. Attentifs aux signaux faibles et à tout ce qui peut effectivement interpeller. Évoquons maintenant les enjeux financiers. Quels sont les enjeux financiers pour les employeurs face à cette situation, notamment devant les conseils des prud'hommes?
C'est une bonne question, effectivement. Alors, il y a un point qui est important, c'est le facteur temps. En général, on a plutôt le sentiment que le salarié il a envie que son procès aille vite. Oui. Et on va voir que dans l'hypothèse des nullités, ça peut un peu s'inverser. Très souvent, on pense que c'est l'employeur qui va être dilatoire devant le conseil de prud'homme, qui va faire traîner la procédure, ce qui est faux de manière générale. Mais par ailleurs, dans le cas des nullités et des demandes liées à la maladie, c'est le salarié qui va pouvoir intérêt à ce que la procédure traîne un peu. Quel intérêt il a, justement? Alors, je vais être concret. On va prendre deux situations. Un salarié, admettons, qui a 5 ans d'ancienneté, qui gagne 5 000 € par mois et qui, dans une entreprise de plus de 11 salariés, puisque c'est comme ça que le barème Macron est construit, il y a une différence entre les petites et les grandes entreprises. Prenons cette hypothèse. Le salarié est licencié pour, je sais pas, insuffisance professionnelle, il conteste son licenciement, souhaite des indemnités en dehors d'un cas de nullité. Le barème prévoit que son indemnisation elle est prévue entre 3 mois et 6 mois de salaire. Concrètement, un salaire à 5 000 € entre 15 et 30 000 €. A l'inverse, si le salarié vient chercher une cause de nullité, admettons considérer que son licenciement est lié à son arrêt maladie, c'est une cause de nullité discriminatoire en lien avec l'état de santé. S'il ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise, le barème minimum sera de 6 mois de salaire. Là où pour le barème Macron, c'était 3. Vous voyez déjà que Oui, donc voilà, ça double. ça double pour le minimum. Et ensuite, il n'y a pas de plafond, dans la limite du préjudice qui va être justifié. D'accord. Mais l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu sur le temps, il va être dans l'autre cas. L'hypothèse est celle qui se développe de plus en plus. L'hypothèse où le salarié demande la nullité et la réintégration. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Le salarié, dans l'hypothèse où le juge ordonne sa réintégration, réintégrer l'entreprise, voilà, et aura le droit au salaire dont il a été privé entre sa sortie des effectifs et sa réintégration. Je vous apprends rien, vous connaissez les délais devant les conseils de prud'homme. Vous pouvez avoir allez, si on n'est pas à Nanterre, parce qu'à Nanterre c'est vraiment très long, mais si on est sur un conseil de prud'homme qui fonctionne à peu près normalement, on va dire Paris, entre la saisine du conseil de prud'homme et un arrêt de cour d'appel, vous avez globalement 5 ans. Oui, c'est extrêmement long. Donc si je prends mon exemple du salarié qui a 5 000 € par mois, j'avais dit qu'au maximum il avait 30 000 €, maintenant on sera sur 300 000. Ouais, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Donc vous comprenez l'enjeu du temps, et effectivement, plus la procédure va durer, et le salarié a la main, peut avoir la main avec ses conseils pour que la procédure dure, plus l'addition va être élevée. Pour l'employeur. Et on parle de rappels de salaire qui sont soumis à cotisation, donc quand on sûr. dit 300 000, c'est 300 000 bruts. Donc vous faites l'addition, ça chiffre vite. Alors, un autre élément important, vous l'avez parlé tout à l'heure, de détecter les signaux faibles. Concrètement, comment les employeurs peuvent-ils détecter une potentielle fraude aux arrêts maladie? Alors, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Je pense que je vais faire un parallèle avec ce qu'on connaît pour les élections et les salariés qui tentent de se protéger avec une candidature imminente. On le sait bien, à l'approche des élections professionnelles. Certains salariés qui se sentent un peu dans l'œil du cyclone vont se présenter aux élections à l'approche pour être protégés, puisque c'est un vecteur de protection. Il existe un mécanisme qui est la contestation de la candidature imminente, une procédure accélérée devant le tribunal judiciaire. Parmi les indices qu'on va utiliser, c'est le fait que la candidature soit proche des élections et d'un éventuel licenciement, et le fait que le salarié n'ait jamais donné d'intérêt aux élections de manière générale, au fait de se syndiquer. Le parallèle avec la maladie, c'est un peu le même, c'est-à-dire que la convocation à entretien préalable tombe, le lendemain, le salarié est placé en maladie professionnelle, donc le critère temps, là, je pense qu'il est quand même assez clair. Oui, tout à fait. Jusqu'à présent, le salarié avait aucun problème de santé, rien de déclaré, pas de voilà. Là, pour moi, c'est un indice. Ce sont deux indices très forts d'une éventuelle fraude. Par ailleurs, et autre point, dernier point, c'est le fait que le médecin soit situé à 500 km de là où habite le salarié. Oui. On peut comprendre que là, qu'il y a un arrêt de complaisance. C'est un indice qui peut faire penser que c'est un arrêt de complaisance. Exactement. Alors, maintenant, on a vu les signaux faibles. Une fois que l'employeur pense être convaincu qu'il s'agit d'un arrêt frauduleux, quelles actions concrètes l'employeur peut-il entreprendre pour faire cesser ces arrêts ou faire une action? Il y en a plusieurs. Alors, je pense que l'employeur doit vraiment se débattre, parce qu'en fait, il n'y a aucun moyen, à mon sens aujourd'hui, dans la loi qui est efficace pour pouvoir mener ces actions. Je parlais de la procédure qui existe pour les candidatures imminentes. Vous n'avez pas le parallèle aujourd'hui qui existe pour ce qu'on pense être une fraude à l'arrêt maladie. D'accord ? Vous n'avez pas de procédure accélérée pour saisir un juge, dire je considère que. Néanmoins, il y a des actions. Ils ne sont pas dépourvus. Le premier point, c'est déjà de se dire contester l'éventuel arrêt maladie si on considère qu'il est frauduleux. Vous pouvez, d'une part, une procédure gracieuse, parce que les médecins, parfois, ils ne sont pas pris d'une mauvaise volonté ou ils ne sont pas mauvais escient, mais leur patient est là et c'est ce qu'ils expliquent quand on conteste.
vous écrivez au médecin, vous lui expliquez, parfois il ne veut pas, vous allez devant l'ordre des médecins, et l'ordre des médecins est très sérieux sur ça. Les ordres de médecins. Première étape. Première étape, voilà. Vous avez également la possibilité, si c'est une reconnaissance de maladie pro, évidemment, de suivre de manière très rigoureuse la procédure de maladie professionnelle ou d'accident du travail auprès de la CPAM. Être présent, expliquer le contexte, c'est-à-dire que attirer l'attention sur le fait que le contexte démontre qu'il y a a priori une tentative de fraude. Premier réflexe également, c'est émettre des réserves lorsque le certificat médical arrive. Si vous travaillez une maladie professionnelle, vous émettez des réserves. Quand on voit par exemple le médecin à 500 km, tout de suite, on émet des réserves. Par exemple, lorsque la procédure est engagée, la procédure judiciaire, je vous disais, le temps va être un facteur qui va jouer contre l'employeur, puisque si la réintégration est prononcée 5 ans ou 6 ans plus tard, ça coûtera plus cher. Donc parmi les réflexes, il faut reprendre la main sur la procédure. C'est-à-dire que de manière générale, un calendrier devant le conseil de prud'homme, c'est d'abord le salarié qui conclut, puis vous qui concluez. Je pense qu'il faut s'assurer de bien respecter les délais. On fait souvent le reproche aux avocats de perdre du temps. Bien respecter les délais, le cas échéant solliciter une inversion de calendrier. Ça, c'est un premier point, avoir la main sur le calendrier. Deuxième point, il y a de la jurisprudence qui existe sur le fait que les demandes tardives de réintégration peuvent être abusives et être écartées. Donc, ça, je pense qu'il faut utiliser cette jurisprudence. Utiliser cette jurisprudence et continuer à l'utiliser pour qu'elle produise de nouveaux arrêts en ce sens. On peut également agir, et je le disais tout à l'heure, pour limiter le montant des rappels de salaire. Puisque si le salarié, admettons, a retrouvé un emploi, ça arrive entre sa sortie des effectifs et sa réintégration, alors vous pourrez demander au juge, dans certains cas, parce que ce n'est pas toujours le cas, de déduire les revenus de remplacement qu'il a perçus jusqu'à présent. Ce qui fait que l'addition, elle est quand même moins lourde. Donc ça, pareil, pendant la procédure, il faut se battre avec votre contradicteur pour obtenir les calculs des salaires obtenus dans l'intervalle, faire les calculs parce que la cour ou le conseil de prud'homme, ils n'auront pas le temps. C'est à nous de le faire. Il faut produire les calculs devant la cour. Exactement. Je le disais, l'addition, elle peut être très élevée par la suite. On peut parler parfois de millions d'euros lorsqu'on rajoute les charges. Et je dirais que là, l'État a quand même un rôle à jouer. L'action éventuellement en responsabilité contre l'État peut être envisagée à deux titres. D'une part parce que la justice est très lente et que si ces délais de procédure n'étaient pas aussi longs, on aurait des sommes qui seraient moins élevées. Et par ailleurs, parce qu'aujourd'hui, je considère de mon côté que l'État n'a pas mis en œuvre les mécanismes suffisants pour permettre typiquement des voies de recours utiles pour que l'employeur ne soit pas pris au piège. On peut agir en responsabilité de l'État. On peut agir en responsabilité de l'État. Alors, on ne va pas se mentir, les sommes en tout cas qui sont allouées sont rarement à la hauteur du préjudice qui a pu être causé à l'employeur. Maintenant, je pense que ça fait partie des actions qui peut-être mises bout à bout peuvent faire bouger un peu les choses. Pour terminer, comment les employeurs peuvent gérer au mieux cette problématique tout en respectant les droits des salariés ? Alors, vous avez raison, c'est un point important, le droit des salariés, j'en parlais tout à l'heure, la fraude c'est 0,1% selon le directeur de l'assurance maladie. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a des salariés qui sont... C'est pas simple de faire la distinction, mais les employeurs savent faire. Je pense qu'on peut leur faire confiance sur les cas de maladies avérées, d'accidents du travail, de maladies professionnelles. Ils savent s'appuyer sur le médecin du travail et je pense que là-dessus on peut leur faire confiance. Sur l'autre pan, et pour répondre précisément à votre question, je pense que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il faut être vigilant, détecter un peu et avoir ces petits réflexes-là. Mais je pense que la part vraiment des choses, pour moi, elle est entre les mains du gouvernement dans le fait de réussir à mettre en place des moyens d'action solides, tels que le bilan du gouvernement le prévoit. On va suivre tout ça avec intérêt. On va voir si le gouvernement débloque cette situation. Affaire à suivre. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Restez curieux et informés. Et à bientôt sur Be Smart for Change pour un nouveau numéro de Lex Inside.